La vie des Jawi de Thaïlande du Sud et des anciens Malais est mêlée de magie. Celle-ci commence avec le vent, entre nature et surnature, qui porte la voix des ancêtres et des divinités. Le globe est percé d'un grand trou au centre du monde, le nombril de la mer, repère des esprits malins, responsables de toutes les maladies et des catastrophes naturelles. Le vent qui souffle du cosmos s'engouffre dans ce trou du centre de la Terre, emportant vers la terre humaine Rajo Balo, le prince des calamités. Ces esprits malins tombent sur l'humanité, la possèdent. C'est l'origine des maladies. Pour les Jawi, l'homme qui parvient à maîtriser son vent interne est un beau mot. Chaman guérisseur, apte à dominer le vent externe porteur de maladies avec l'aide des ancêtres et de divinités protectrices, en exhalant sur le malade son propre souffle curateur. Mais il doit obtenir la neutralité des esprits du ciel et de la terre, surtout du dangereux prince des calamités. Pour les charmer, le temps de sauver le malade, le Bomo crée une musique surnaturelle en frôlant de son souffle curateur les branches du légendaire bambou enchanté, Bulo Parenu, réputé pousser seul au milieu d'un étang. Nul ne peut résister à cet envoûtant chant de sirène végétale, même pas la redoutable mère tigre. Les grands Bomo fixent, tout comme Maré, un petit éclat de bambou enchanté entre les dents afin de subjuguer l'auditoire, comme le font les grands orateurs politiques et les récitants de théâtre d'ombre. Ainsi paré, le Bomo souffle son vent curateur dans un bol d'eau qu'il consacre de cette façon, transformant le liquide ordinaire en une eau lustrale, magique, protectrice, médecine des âmes et des corps. Les Jawi ont une spécialité locale réputée dans toute l'Asie du Sud-Est. Ils élèvent des tourterelles de grand prix pour des concours de chants d'oiseaux. Afin qu'elles recoulent merveilleusement comme des sirènes, l'eau qu'elles vont boire est magnifiée par le souffle du chaman à l'aide du bambou enchanté. Les Jawi ont 3 grands mythes fondateurs. Voici le premier. Dieu, Tuhe, a créé le premier homme, Adé. Ayant dessiné une forme avec de la terre, il plaça un peu de son souffle vital dans la main fermée d'un archange, chargé de le glisser dans la forme sans vie. Mais l'ange, trop curieux, laissa échapper un peu de celui-ci. C'est l'origine du premier fantôme, le diable Hiblé. Ce bambou enchanté, capable de charmer dieux et démons, les hommes l'ont copié sous la forme d'immenses hélices végétales, Baaling, et sous celle de grands cerfs-volants en forme de lune, Waboulé, chuintant dans les rizières afin de protéger l'âme du riz. En effet, c'est Nasi, le riz, qui compte pour les Jawi. Aliment de base, vital et fragile, il a engendré chez eux des rituels complexes. Les grandes hélices symbolisent le bambou enchanté et la maîtrise du vent par le chaman. Exprimant la musique surnaturelle et magique qui charme divinités, esprits et fantômes,
elles sont aussi la voix des ancêtres protecteurs. Installées avant la moisson annuelle en janvier ou février, ces hélices magiques charment les esprits malins ainsi que l'âme du riz durant toute la durée de la récolte pour éviter tempêtes, invasions d'insectes et autres prédateurs. Ces hélices sont aussi d'excellents épouvantails à oiseaux sonores. Durant la moisson, il faut conjurer le mauvais sort en lâchant dans la rizière des cerfs-volants nantis de vibreurs afin de subjuguer Djemale, l'esprit gardien du riz, à l'aide de leur chant, exactement comme le fait le chaman avec le bambou enchanté. Juste avant de débuter la récolte, les hommes portent l'âme du riz, c'est-à-dire les 7 premières tiges coupées rituellement par le chaman en son palais, autrement dit, le grenier. Djemale et l'âme du riz, symbolisés par une tourterelle, sont tous les deux les enfants du mythique oiseau de paradis, Chennerowose. D'après la légende, cet oiseau n'a pas de pattes et vole jour et nuit sans jamais se poser. Un jour, il pondit un œuf. L'oisillon sortit et les 2 moitiés de la coquille brisée tombèrent. La première toucha le sol, se transformant en serpent, Chitomani, qui ressemble au riz. C'est l'aîné, l'homme, le crocodile, le naga, la mousson, la terre, le soleil et le riz gluant, puissant mais laid. La deuxième moitié de coquille tomba dans un arbre, engendrant la tourterelle dorée. C'est la cadette, la femme, la tourterelle, le garuda, la saison sèche, le ciel, la lune et le riz blanc. Cette tourterelle symbolise l'âme du riz, Semangapadi, qui protège la céréale divine et l'humanité, donne son goût merveilleux et toute sa valeur au riz. Elle a l'apparence soit d'une très belle jeune fille, fragile et délicate, soit d'une luciole, Kune, considérée comme son double, bête à bon Dieu au bon présage. La passion des Jaouis pour les tourterelles trouve ici sa source. Pour ne pas effrayer l'âme du riz, ce qui la ferait fuir en donnant un très mauvais goût au riz récolté et en compromettant la moisson de l'année suivante, les tiges sont délicatement coupées une à l'aide de l'archaïque couteau à riz, dont la lame est cachée par les doigts de la moissonneuse. La récolte est en effet le travail des femmes, alors que le labour est celui des hommes. Le travail est lent, mais a l'avantage d'être précis, permettant de trier les grains en ne moissonnant que ceux qui sont mûrs et réservant les autres pour un travail ultérieur. Les panicules de riz récoltés, délicatement choisis un à un, sont assemblés en gerbes, geuma, pour être transportés vers le palais de l'âme, le grenier à riz. L'opération est empreinte de nombreux tabous, comme celui de siffler durant le travail ou lorsqu'on est dans une rizière. Les gerbes, portées par les seules femmes, sont confiées au grenier à la protection du culte féminin, de la meule mère, Ibu Padi. La vie des Jaouis est d'abord rurale, rythmée par les saisons et les cultures. La récolte du riz achevée et le grain en sûreté au grenier, les Jaouis ont enfin du temps pour leurs nombreuses fêtes. En premier lieu, l'une des plus importantes, il faut remercier les dieux qui ont permis la moisson. Leur préparer un grand festin où, saoulés de plaisir, les dieux oublieront toute rancune envers les hommes et permettront les belles récoltes du futur. D'abord, les Jaouis remercient Allah, puis les génies d'autrefois. Si l'islam est arrivé à Patani à partir du XIVe siècle, jusqu'à très récemment,
il ne touchait que superficiellement la population, dont les croyances restent fortement mêlées d'animisme. Les Jawi n'oublient pas de saluer leurs anciennes divinités. On ne sait jamais. Parmi celles-ci, la plus importante est le légendaire éléphant blanc aux défenses noires, le second mythe fondateur. Il y a très longtemps, le célèbre royaume de Lankasuka recouvrait toute la péninsule malaise. Il s'étendait de l'actuelle Patani, sur la côte est de la Thaïlande, à l'île de Langkawi, sur la côte ouest de l'actuelle Malaisie. Un animal fabuleux y sortit de la mer, près de l'actuelle ville de Patani. C'était le premier éléphant, l'ancêtre, l'éléphant blanc aux défenses noires. Le Raja, averti par les pêcheurs, accourut avec ses soldats, mais l'animal avait disparu vers les terres de l'intérieur. « Où est apparu cet éléphant ?» demanda le roi. « Sur cette plage-là, Pataning, Pataning. » À cet endroit, le sable était resté d'un blanc immaculé. Le Raja décida alors d'y bâtir sa nouvelle capitale, nommée Patani. Le sultanat de Patani était célèbre jadis pour ses canons, forgés au temps de Louis XIV. Conquis par le Siam au XVIIIe siècle, annexé au royaume thaï en 1909, il est maintenant divisé en provinces, Patani, Yala et Narathiwat. Ses habitants se distinguent des Malais devenus indépendants en se nommant les Jawi, ou ceux du Grand Java, c'est-à-dire de la péninsule malaise. À Patani, si les éléphants ne servent plus qu'au débardage des arbres abattus dans les forêts et les plantations d'hévéas, ils symbolisent toujours l'ancien sultanat de Patani dissous dans la Thaïlande au début du XXe siècle. Les Jawi justifient leur déchéance politique par la disparition de l'éléphant blanc aux défenses noires, dont les précieuses reliques restent vénérées. Pour préparer leur festin rituel, inséparable des grandes cérémonies, les naissances, les mariages, les funérailles, les Jawi ont besoin de beaucoup de noix de coco. Le cocotier est, tout comme le fameux palmier à sucre, l'arbre aux 1000 usages. La chair des noix de coco séchée au feu de bois est vendue aux négociants chinois sous forme de copra pour faire de l'huile, offrant un revenu d'appoint aux paysans assez pauvres qui vivent essentiellement de la culture du riz nourricier et qui dépendent de celle des hévéas pour obtenir quelque argent frais. Les noix de coco sont une des bases de la gastronomie locale. On en a donc besoin chaque jour, mais elles sont difficiles à saisir sur le si haut cocotier. Les Jawi ont trouvé la solution. Elles sont intelligemment cueillies à l'aide de macaques dressés à cet effet, et sans violence. Les singes savent parfaitement quelles noix sont mûres. Ils se trompent rarement. Et ils ne montent et ne descendent qu'une seule fois pour chaque bosquet de cocotiers. Ils sautent en effet d'un arbre à l'autre, une fois parvenus à la cime du premier cocotier, pour redescendre à la fin de la cime du dernier arbre visité. Youssouf remercie son animal friand de l'eau sucrée contenue dans le fruit issu de son beau travail. Le macaque remercie à sa façon son maître et ami. Pour ouvrir les jeunes noix de coco vertes afin d'en extraire le lait, il faut les débarrasser de leur chevelure de fibres.
D'un coup ajusté de coupe-coupe sur l'œil de la coque débarrassée de ses fibres, on obtient 2 parfaites demi-coques offrant leur chair tendre et laiteuse. Si les femmes préparent ici quelques jeunes noix à la chair tendre et sucrée comme friandise pour les enfants, le plus gros sera rapporté et traité à la maison. Les femmes s'en retournent donc, rapportant autant de noix qu'elles le peuvent, pendant que les hommes et leurs singes poursuivent leur labeur. Une fois les noix de coco ouvertes, tous les hommes du village viennent aider pour obtenir la chair nécessaire à faire le lait de coco, ou saté, travail épuisant. Comme lors d'un mariage ou d'une circoncision, tout grand festin est ouvert par le raclement des râpes à coco. Il faut apprêter l'huile de cuisson pour la viande. Les hommes sont assis à califourchon sur des sièges de bois munis de râpes, kore, souvent grivoisement sculptés en forme très suggestive, parfois carrément érotique. Hors ces contextes festifs exceptionnels, ce sont leurs épouses qui chevauchent ainsi les râpes à coco. La préparation des festins a toujours lieu à la nuit tombée. Le lendemain matin, les invités se succèdent sans interruption pour déguster le goula rituel, ragoût de taureau ou de buffle. Il vient souvent plus de 2000 personnes, même au banquet des familles les plus pauvres. Pendant ce temps, une autre équipe s'occupe de sacrifier les buffles, comme il est d'usage lors des grandes cérémonies rituelles, et pas seulement pour alimenter les chaudrons d'un appétissant ragoût. Cet animal est important dans les mythologies Jawi. Dans un autre important mythe fondateur, le 3e, celui du taureau noir, Tuhé crée l'univers, puis les anges et enfin les hommes. Le globe terrestre est instable. Tuhé transforme alors un archange en baleine et y fixe le globe, qui tremble encore. Tuhé pose le tout sur un énorme roc. Mais le globe bouge toujours, alors il transforme un autre archange en taureau et y pose la terre suspendue entre les cornes immenses. Ils secouent l'ensemble pour être sûrs. Une partie du monde disparaît sous le coup, mais le globe est désormais stable. Au village, la véritable fête a lieu la veille au soir, en plein préparatif du festin offert le lendemain aux milliers d'invités. Ceci pour remercier les voisins de leur aide et leur donner du cœur à l'ouvrage durant cette longue nuit de labeur. Un festin réussi fait toujours appel aux bardes, ici à une troupe de royekoulé, ou théâtre d'ombre. Le Todale, officiant principal, ouvre la cérémonie en payant la dette aux mânes des ancêtres pour bien augurer du sort, avec une offrande faite d'argent, de riz, d'une chique de bétel et de 3 bougies symbolisant le vent. La représentation est accompagnée d'une musique rituelle. Les musiciens reproduisent à leur tour, pour les villageois ordinaires, le chant étrange du bambou enchanté, Bulo Perenu, avec la musique lancinante de leurs hautbois, tambours, cymbales et gongs qui symbolisent à la fois le vent curateur du Bormo et la voix des ancêtres protecteurs. La scène compte un épisode de l'épopée Seramo, le Ramayana des Jawi. Les figurines sont fichées dans le tendre tronc d'un bananier, prêt à servir. La première est celle du héros Wuso, fidèle compagnon du prince Seramo et sorte de Superman à la salive rendue magique grâce à une chique de bétel.
La très belle Siti Dewi a disparu, enlevée par son père. Il faut la retrouver. Seramo, éternel amoureux de Siti Dewi, est l'ennemi du père incestueux de la charmante princesse, le Maharaja Mano, souverain de l'île de Langkawi. Les aventures de Seramo et le théâtre d'ombre en général permettent aux Jawi d'exprimer librement, avec humour, leurs critiques sociales et leurs revendications politiques. Au matin, la viande de buffle qui a mijoté dans le lait de coco et les épices toute la nuit est prête. Les femmes du village ont préparé aussi les plats d'accompagnement à base de légumes ainsi que leur délicieux saumure d'anchois au durion, le boudou. Reste à cuire le riz. Un peu de riz gluant et surtout de grandes quantités de riz blanc sont préparées. À ce stade, la cuisson du riz blanc à la vapeur devient un art et on fait donc appel à des artisans spécialisés, les kuku nasi. Ce sont toujours des hommes, non pas parce qu'ils cuisinent mieux, mais parce que c'est trop de fatigue pour les femmes. Ragoût de viande, légumes, riz, salaison, tous les mets du repas sont prêts. Comme nous sommes en pays musulman, les femmes mangent à part. Alors que le commun des invités mange du riz blanc sur des tables dressées sous de grandes tentes, le maître de maison reçoit ses hôtes de marque à la place d'honneur, très enviés, au milieu des déchets de viande, sur l'étal de découpe, dans l'espace de la cuisine. Seul un important personnage peut y déguster l'assiette de riz gluant qui lui est offerte. Pour organiser de telles immenses cérémonies, où font bombance de si nombreux invités, afin de contenter tant les hommes que les dieux, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Traditionnellement, les Jawi pratiquent différentes activités pour en obtenir. Plantation de fruits et légumes, récolte du sucre de palme, riziculture, exploitation des EVA et la pêche. Les plus pauvres se réservent le très dangereux métier de collecteur de sucre de palme. Les grimpeurs s'activent à récolter le jus des palmiers à sucre, borassus, dans les tubes de bambou placés le matin et le soir au sommet des arbres. L'activité est dangereuse, car l'échelle de perroquet en bambou ébranché est plus idéale que solide, et les palmiers dépassent souvent les 20 mètres. Après le labeur vient la récompense. D'abord une cigarette en feuilles de palmier d'eau, nipa, puis le jus de palme frais, délicieux quand on a soif. L'artisan rapporte sa collecte pour fabriquer du sucre de palme et surtout, mais chut, il ne faut pas le dire, du tuwo, le vin de palme traditionnel des jours de fête. Interdit. La région de Patani, au climat subéquatorial, était jadis recouverte d'une immense forêt primaire, peuplée de génies protecteurs d'après leurs croyances, aujourd'hui remplacée par des plantations d'EVA, les arbres à caoutchouc ou bois qui pleurent sans puissance magique particulière.
La plupart des Jaouis tirent leurs revenus, modestes mais réguliers, de l'exploitation des EVA. Certains vendent carrément leurs plantations pour payer les frais des festins cérémoniels et autres dépenses ostentatoires, mais beaucoup économisent. Contrairement à ce que croient bien des experts, ce sont surtout les femmes qui s'occupent des EVA. Chaque matin, à l'aube, s'il n'a pas plu, elles partent saigner les troncs sagement alignés, nobles victimes résignées, prêtes à verser leur sang en blême pour la grandeur économique du pays. La Thaïlande est aujourd'hui le premier producteur mondial de caoutchouc naturel. Les experts internationaux pensaient naguère que la masse des petits planteurs ne savait pas gérer ces tirelires végétales. Ils ont vite découvert que les Jaouis obtiennent les rendements les plus élevés au monde. La tâche est délicate. Il faut raviver l'encoche du panneau de saignée sans blesser le bois. Le latex du réseau laticifère n'est pas de la sève. Il se trouve entre l'aubier et l'écorce. Récolte faite, il faut rentrer confectionner les feuilles de caoutchouc en ajoutant au latex une solution d'acide formique qui le fait coaguler. Démoulé, le contenu de chaque bac est pétri comme un gâteau, puis passé au laminoir. Les feuilles sont mises à sécher sous les pilotis de la maison pendant 5 jours avant d'être vendues. La qualité du caoutchouc et donc son prix dépend de la propreté durant ces opérations. Depuis peu d'années, à la demande des commerçants qui le leur achètent, les Jaouis vendent désormais leur latex frais en bonbonnes, comme du lait. Les feuilles de caoutchouc sont ensuite apportées au toke, le négociant du village. Un notable. 30 bahts le kilogramme pour la meilleure qualité. Moins d'1 euro. C'est peu, mais les revenus sont presque quotidiens. Après le rituel de la pesée, la vente se conclut par la dégustation d'une tasse de thé. Ce toke-ci est spécialisé dans le commerce des feuilles de caoutchouc séchées. En général, le toke est un commerçant chinois très entrepreneur et souvent un peu usurier, au point que la plupart des rizières et des plantations lui appartiennent sous le rideau de fumée d'un simple nom, celui du petit paysan, ancien propriétaire. Mais les Jaouis ne sont pas très attachés à ces arbres trop polis, alignés comme à la parade. Les arbres qui pleurent ne sont arrivés qu'au début du XXe siècle à Patani, délai trop court pour prétendre à la même puissance magique que le riz millénaire. Si les habitants des hautes terres cultivent les EVA et le riz, ceux du littoral se sont plutôt fait une spécialité de la pêche. La côte de Patani est en effet poissonneuse. Les Jaouis pêchent au buisson, à l'aide de casiers faits de lianes épineuses entremêlées, daung ribou, sous lesquelles viennent se piéger le frai. L'utilisation de cette liane très résistante et protégée est très réglementée depuis 1990. On trouve dans la région toutes sortes de poissons délicats, dorades, thons ou mérous, des crabes bleus aussi gros que délicieux et beaucoup d'anchois qui, par décomposition dans du sel, permettent de faire la saumure boudou, marque de fabrique des Jaouis et des Malais de Kelantan, leurs voisins. Les pêcheurs Jaouis vont chaque jour en mer à bord de merveilleuses embarcations, les kolé,
à proue bifide mue à la voile et surtout, création plus récente, les pataqueras, littéralement les culs coupés, qui permettent l'installation d'un moteur. Ces objets d'art flottants sont surchargés d'enluminures symboliques, évidemment magiques, peintes par les artistes et surtout guérisseurs locaux, dans le but d'éviter les naufrages et pour espérer une pêche toujours miraculeuse. Figures mythiques, mêlant serpent naga et garuda ailé, empruntées aux récits épiques de la littérature orale, notamment à l'épopée Céramo. Sur certains bateaux sont peints des allusions à des épopées exotiques plus modernes, inspirées aux artistes par la télévision. Pour la magie, on préfère toujours s'en remettre aux vrais spécialistes, tant végétaux qu'humains. Et en fait de magie protectrice, celle d'un Chris de bonne facture, réalisé par un célèbre maître de forge nanti de grand pouvoir, est forte. Pour les Jawi, il existe 5 éléments vitaux que chaque homme possède en lui. La terre, l'eau, le feu, le vent et le fer. Si le sage qui parvient à dominer son vent interne devient un Bomo, un guérisseur, celui qui maîtrise son fer interne est lui, le maître du fer, c'est-à-dire le forgeron. C'est pourquoi, pour toute grande occasion, afin de magnifier le destin et bien augurer d'un festin ou d'une cérémonie, il était jadis avisé, et il reste avisé, de commander comme porte-bonheur la forge d'un Chris, cette arme magique du monde malais à la lame flammée. Cette fois, c'est une lame à 7 vagues, la perfection, qui est demandée au plus fameux maître de forge de Patani, le vieux Cheheng, disciple du légendaire Pana Sera. Cheheng a près de 90 ans. Il se fait vieux. C'est donc son fils, Seni, qui va œuvrer. Leur aide s'occupe du soufflet horizontal, inspiré de celui des anciens orfèvres chinois. Forger un Chris, c'est éveiller des forces si redoutables que très rares sont les occasions de voir l'alchimie. C'est ici probablement la première fois qu'elle est filmée. Il faut 7 sortes de fer pour obtenir de l'acier ramong, l'acier damassé. 6 pièces de 6 métaux différents insérées en sandwich dans une 7e pièce, repliée en forme de U. C'est le meilleur alliage, obtenu par la difficile technique dite de Damas et par une fusion à la boue, devenue rare. Seni commence par préparer la boue argileuse en vue de la fusion à venir.
Il trempe l'ébauche de la lame brûlante dans la boue, de façon à la recouvrir tout entière. C'est ce qui va permettre une fusion parfaite, bien meilleure qu'une simple soudure. La lame est remise au feu, mais cette fois pour une grande chauffe. Et vient l'alchimie. Sous la mince couche d'argile, les différents métaux commencent à se fondre en un seul. Le maître Cheheng surveille le travail. Mine de rien. Il a été honoré en 1993 par Sa Majesté Sirikit, la reine de Thaïlande, du titre d'artiste national, grâce aux travaux de l'ethnologue venu de France qui l'ont fait connaître des autorités à Bangkok. Et les métaux fusionnent, se métamorphosant sous les coups de masse en un excellent acier damassé. Le kris prend peu à peu sa forme sous les coups précis de la frappe à deux vents. À présent, il est temps de façonner les 7 vagues qui donneront cette forme sinueuse, étrange et si caractéristique à la lame. Le forgeron est le plus complet des guérisseurs, seul à maîtriser ensemble les 5 éléments vitaux dans son art. Le feu, la terre, l'air, l'eau et le fer. C'est ce qui explique la puissance magique de ces kris. Si la lame est un alliage de 7 métaux, si elle est bien faite, elle possède une puissance magique et protège la maison des attaques et des incendies. Jadis, les rois et les hommes portaient le kris à la hanche en permanence. Pour connaître la valeur de la lame, il faut la mesurer. Terre, eau, feu, vent, terre, eau, feu, vent, terre. La lame est fraîche, elle est puissante. Vent, elle serait folle. Feu, elle serait tueuse. Eau, elle serait bénéfique. Terre, elle est puissante. Oui, c'était ainsi au temps des rois, au temps jadis. Seni raconte à présent la légende du Raja dépouillé de son royaume, qui retrouve sa puissance grâce à son kris magique. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. Au premier, il légua son royaume, au second, il légua sa fortune, mais au troisième, son préféré, il légua son kris. Si la forge du kris ne prend qu'une matinée, celle du mardi, jour dévolu à la guerre, il faut à présent limer la lame pendant des semaines. Un autre grand Bomo, Padomi, sculpte le pommeau du kris à tête de monstre mythique, le Gagosuro, caractéristique du style de Patani. En fait, il s'agit de Shiva. Lorsque le maître de forge a façonné une lame puissante, il faut faire appel à d'autres médiateurs pour obtenir non seulement une arme, mais un véritable compagnon et écuyer, ami dévoué, nanti de pouvoir magique. Les anciens princes malais, invités à une fête, mais empêchés,
envoyaient leur Christ les représenter comme leur meilleur ambassadeur et comme s'il s'agissait d'un homme. Les Bomo Mare et Padomi procèdent ainsi à la rarissime et antique cérémonie de l'appel des âmes qui va donner vie au Christ et le transformer en un être humain. Pour cela, Mare invoque, éclat de bambou enchanté en bouche, la protection des divinités de l'ancien panthéon, l'oiseau de paradis, le tigre-garou, l'éléphant blanc aux défenses noires, le Garuda. Alors que le vent protecteur issu de la voix des ancêtres joue dans la flamme d'une bougie, l'âme du Christ descend, attirée par son double, le gâteau de riz gluant de 3 couleurs, et par des offrandes de menus monnaies, biscuits, bananes, canne à sucre, œufs, poulet, chic de Bethel et noix d'arec. Le beau mot favorise le sort, ainsi que la descente de l'âme en projetant sa représentation. Des flocons de riz soufflés, pendant que l'assistance fait tourner l'encensoir à bois d'aigle ou benjoin, refermant le cercle cosmique rituel, à l'image de la Terre autour du Soleil et de la Lune autour de la Terre. Celui qui est petit devient grand, ô âme. Reviens en ton palais, rentre dans ton écrin d'ivoire. Ta mère a préparé les feuilles de Bethel et les noix d'arec. J'attrape un oiseau sur mon nez, son cœur avec un charme. Vous êtes les 9 âmes, enfants du serpent Chitomani. Un oiseau fait cercle autour du soleil levant. La terre est si belle. Descends voir mes 10 enfants dans la rizière. L'éléphant blanc aux défenses noires est sur l'autre rive. Le crochet du cornac montre la voie. Ceci est à Allah, à Mahomet. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahim, ya Sanatawakin Azabenar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puis, l'âme du Christ descendue sur la lame, le chaman Padomi donne enfin vie à celle-ci à l'aide de ses invocations magiques, sacrées, purifiant l'acier dans la fumée magique du benjoin, comme Dieu avait donné vie à la forme inanimée d'Adé, le premier homme. Je purifie le cœur de mon Christ dans la fumée d'Allah et de Mahomet. Hé, frère, tu es mon parent, je connais ton origine. C'est durant cette très ancienne cérémonie de métempsychose où le chaman entre en transe en prononçant les antiques formules sacrées que la lame du Christ reçoit son âme et son pouvoir magique. Les beaux mots reviennent de leur voyage grâce aux portes ouvertes entre nature et surnature, la chique de Bethel et la bougie allumée. Pour incorporer leur force protectrice, il faut boire de l'eau bénite et surtout manger le gâteau de riz représentant l'âme, offert ici en sacrifice. Succès d'année symbolique d'une victime humaine nécessaire à la cérémonie. Une jeune fille. Puis, les Bomo confectionneront à chacun, en souvenir, un charme protecteur à l'aide de fils de coton consacrés, à porter en bracelet, de même que chez les Lao, les Khmers et les Thaïs bouddhistes. Cette cérémonie, désormais interdite sous la pression des fondamentalistes fanatiques musulmans qui déferlent à présent sur l'ancien monde malais et dont l'influence grandit, est devenue très rare. Le rituel est si puissant qu'il est censé réveiller les démons. Il n'avait encore jamais été filmé chez les Jaouis, au risque d'allumer les colères des dieux et celles des esprits malins. Et à ce titre,
C'est donc un document inestimable. Pour magnifier les grandes cérémonies comme celle-ci, rien de mieux que de faire appel au grand maître de l'Dika, l'art martial des Jawi, connu ailleurs sous le nom malais de Silat. Cette danse rituelle contentera les mânes des ancêtres et conciliera à ses ordonnateurs l'humeur changeante des dieux. Ici, les pratiquants du Dika sont les descendants des gardes des anciens Rajas de Patani, et ils ont un ancêtre commun, qui était un tigre-garou. Le Dika tient son nom de l'orchestre fait d'un hautbois, de cymbales, de tambours et d'un gong, car la musique est l'expression des mânes ancestraux. Le rythme lancinant de la musique soutient et guide les officiants, et en tout premier lieu, le gong à bosse, dont l'éclat sonore est la voix même des ancêtres invoqués. Comme une potion magique, la musique coule sans interruption, baignant âmes et corps. Les lutteurs, des Boromo qui pratiquent le style de la voix du Chris, sont en transe, mangés, c'est-à-dire possédés par le vent ancestral. Le maître des Boromo prépare rituellement le turban des combattants. Les jouteurs procèdent ensuite au salut au maître, c'est-à-dire leurs ancêtres mythiques, chacun faisant selon son inspiration personnelle. Ils évoluent en cercle, les yeux clos, chiquant du Bethel et de la Rek, porte entre les mondes, afin de pouvoir revenir de l'oubli, c'est-à-dire le vent de la transe exprimé par leurs doigts qui vibrent. Ces doigts vivants matérialisent le souffle des esprits et des mânes. Les ancêtres prennent possession d'eux et se battent à leur place. Les Jawi, longtemps protégés dans leurs provinces oubliées comme dans un autre château de la Belle au bois dormant, sont désormais et depuis peu placés au vent de l'histoire. Ce vent-là aussi est risqué, mais les Jawi pensent qu'il peut être amadoué, comme les autres. La plupart des Jawi veulent croire, dans une pulsion messianique, à la réapparition de l'éléphant blanc aux défenses noires, au seuil de l'Apocalypse, annonçant la venue du Mahdi, le dernier prophète, et le retour de leur souveraineté perdue. Cependant, confiants dans leur avenir au sein du royaume de Thaïlande, évoluant désormais avec le reste du monde au rythme des ordinateurs et des téléphones cellulaires, les Jawi ne se privent pas pour autant, aujourd'hui comme hier et demain comme jadis, de faire appel à leur joker le plus éprouvé, les Boromo.
aidés de tous leurs instruments magiques et en premier lieu du bambou enchanté. Ainsi, à l'aube du XXIe siècle, le souvenir des antiques divinités des Jawi, pourtant entrées de plein-pied dans la modernité, comme la voix de leurs grands ancêtres enflés de promesses mirifiques, font toujours siffler à Patani, moulins magiques et bambous enchantés.